Écoutez, si vous êtes tous prêts, moi je vous propose que l'on démarre cette nouvelle webconf. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette nouvelle webconf. Une webconf inspirante et bio-inspirée. Je reprends cette citation de Julien Serre, qui est avec nous aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir sur l'invitation sur Meetup, on va parler d'aujourd'hui de robotique bio-inspirée et de robotique dans l'industrie. Avec nous, Julien Serre, maître de conférence en robotique bio-inspirée de l'université Aix-Marseille, hein, je ne me trompe pas, Julien. Gilles Gomia, qui travaille chez Omron Electronics et qui va nous parler de son métier passionnant et entre autres des robots que l'on trouve dans les usines connectées et qui augmentent en transportant ou en déplaçant des objets les humains dans des ateliers 2.0. Et puis Christophe Didier, CTO IoT pour l'industrie 4.0 chez IBM, qui nous transmettra également sa vision et sa passion, parce que Christophe est ultra passionné par son métier. Voilà, donc l'agenda, donc Christophe va nous faire une petite intro, petite intro. J'espère qu'il ne mangera pas tout le temps de Meetup, parce que je sais Faire que court. tu aimes partager. Donc Christophe va commencer cette webconf. Ensuite, Gilles continuera et nous présentera un petit peu les activités d'Omron. Et puis, apparemment, parce qu'on en parlait tout à l'heure, pendant cette période de confinement, tu n'as pas chômé. Tout le monde a voulu des robots dans leurs ateliers. Et puis ensuite, Julien nous parlera de ses recherches passionnantes. Et je me souviens, quand on a préparé ce meet-up, d'une petite fourmi qui a inspiré Julien pour ses recherches. Voilà. Christophe, je vais te donner la main pour partager ton écran. Hop. Normalement, tu vas Alors, pouvoir. est-ce que ça fonctionne? Formidable. Hop, hop. Tac. Ça devrait fonctionner. Vous me dites si vous voyez. C'est bon? Bon, c'est bon. Ouais, ok. Donc, on va parler robots, robotique, etc. Et puis, avec le lien avec l'industrie. Et puis, oui, Julien va étendre sur ce côté encore un peu plus avancé, recherche. Et c'est en effet un sujet extrêmement passionnant. Avec différentes dimensions. Et quand côté IBM France Lab, là, on a commencé un petit peu à se dire, tiens, on va faire un meet-up sur les robots, la robotique, etc. J'ai dit, ah, voilà le sujet parfait. Il faut absolument qu'on y aille. On peut faire raconter plein de choses dessus. Sujet extrêmement complet. Et Christophe, je ouais. veux juste préciser une chose, c'est que c'est pas la communauté Meetup parisienne drivée par le France Lab qui a émis l'idée, mais c'est Mathilde à Marseille et la communauté Ah ouais, marseillaise. ah, Voilà, et encore c'est mieux. elle qui a contacté Julien qui est sur le call aujourd'hui. Voilà. Ouais, Donc c'était Sébastien, juste pour. Mathilde, Julien, puis ça a tourné au niveau national. Ça vient en effet ex-Marseille, etc. Donc, et nous, on est enchantés de faire tourner ça au niveau national. On s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir un peu raconter sur les robots. On va y aller à plusieurs parce qu'on a des axes complémentaires. Et moi, je vais me limiter, on va dire, à l'introduction. Et j'ai trouvé des choses intéressantes. Déjà, les robots, quand est-ce que commence l'histoire? On a l'impression qu'avec la science-fiction, les films, etc., on s'est dit, bon, bah, je sais pas, il y a 50 ans, 70 ans, il y a des cohérences. Puis la littérature un peu plus, etc. Et on voit qu'au niveau de l'histoire, eh ben, si on remonte à très, très long, très, très lointain, on pourrait dire que donc Archytas de Tarente, je pense que c'est comme ça qu'on disait, 5e siècle avant Jésus-Christ, donc a commencé à faire un embryon de robot. Attention, c'est beaucoup moins sophistiqué que ceux de Gilles et de Julien. Il y a pas photo. Hein. Mais néanmoins, est-ce que ce ne serait pas ce genre d'objet un début de robot? Pour la première fois, ils ont imaginé une entité, on va dire, qui avait une identité un peu limitée, mais néanmoins qui pouvait déjà se déplacer, on va dire, en quasi-autonomie, avec une petite impulsion comme au départ, mais l'objet était là, créé, il avait une possibilité de se déplacer, donc certes sur 200 mètres, hein, ce n'était pas super ambitieux au début, mais c'est la première fois quand même qu'une entité indépendante se déplaçait d'un point A à un point B, avec beaucoup moins de capteurs hein, que ce qu'on fait aujourd'hui.
Mais néanmoins, il faut quand même se souvenir que là, on est quand même au 5e siècle avant Jésus-Christ, hein. Donc, au niveau technologique, hein, pour ceux qui sont à fond dans l'IT, etc., où tous les 3 mois, on a un nouveau standard qui débarque, là, on est quand même au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, une première tentative d'objet animé qui pourrait ressembler à un robot. Après, je saute un petit peu dans le temps parce qu'il y a il y a un autre timing qui est intéressant, un autre personnage, bien sûr, c'est Léonard de Vinci. Donc là, on est en 1450, c'est pareil, c'est pas non plus hier, ça commence à un petit peu à dater, et on sait bien que Léonard avait plein de croquis, plein de protos, plein d'idées, parfois réalisées, parfois juste sur les croquis, et il avait imaginé plein de machines, parce qu'on voit dans sa description que l'homme, Léonard de Vinci, était branché donc machine, et ça ressemble fortement à nos robots d'aujourd'hui, avec la technologie de l'époque, mais néanmoins des concepts qui sont, qui sont d'actualité encore aujourd'hui, et on va dire qu'on a des évolutions, mais qui viennent de cette époque-là. Un autre timing qu'on peut mettre aussi en valeur, c'est le coq, là, le canard de Vaucanson, qui était une sorte de digital twin, on va dire, avant l'heure, hein. Parce que là, on est en 1734, etc. Donc, pas encore tout à fait aujourd'hui, hein. Et il y avait déjà la volonté d'avoir une entité qui pouvait calquer sur, on va dire, les comportements. Et alors, c'est des bio, etc., mimétisme. On s'approche petit à petit, hein. On voit la tendance. On disait, voilà, comment fonctionne ce coq, est-ce qu'on peut mettre un modèle, on va dire, en mécatronique de l'époque, hein, et essayer un petit peu de voir sa dynamique, son comportement. C'est pareil, hein, c'est 1734, hein, donc les technologies sont d'époque. Mais néanmoins, c'est un début de digital twin que ça simule de comportement, donc digestion, je vous passe les détails, etc. Mais c'est un début d'embryon de robot. Euh, sur ce slide-là, on se dit d'où vient le terme robot en fin de compte. Et on pense que vers les années 20, dans les années 20, donc le terme tchèque, donc robota, qui est très proche du russe, je pense, rabota. Donc travailler en russe, c'est à peu près pareil en tchèque, hein, même base linguistique. Donc c'est cette capacité d'avoir une entité qui travaille quelque part, qui effectue une tâche, une besogne, des corvées à notre place ou en extension, le fameux positionnement donc des robots. Alors dans l'industrie ou à la maison, hein, ou à titre privé ou titre professionnel, est-ce que le robot remplace l'homme, vient en extension? Nous, on pense que le robot est là pour augmenter, on va dire, les capacités de ce que fait l'homme. Euh, donc plein de dimensions intéressantes. Là, j'ai jeté en vrac un petit peu sur un slide les idées qui me passaient par la tête sur le robot et le lien en plus avec le côté professionnel. Le robot a cette particularité qu'en robotique, et ça paraît évident, mais néanmoins, il a obligatoirement, comme il se déplace, hein, le robot dont on parle, à nous, c'est un robot qui se déplace, que ce soit en usine, soit dans la vie privée, soit dans la rue, etc. C'est des robots qui ont une capacité de se mouvoir, donc forcément, il faut qu'ils embarquent, on ne peut pas mettre des fils partout, hein, même une super fibre optique ne passe pas, donc de l'énergie. Il va falloir avoir une alimentation d'énergie embarquée. Donc, comment je suis capable de. Alors, plus je mets de capacité, plus c'est lourd, plus il faut la traîner, etc., etc. Donc, il y a un côté efficacité, poids, encombrement, hein, dans l'aéronautique en particulier, pour ceux qui volent, mais même ceux qui restent sur le plancher des vaches, il faut embarquer de l'énergie au sein du robot. Comme il se déplace, il faut embarquer donc des moyens de communication, alors que ça soit du short range, du long range, ça peut aller dans tous les réseaux que l'on a. Si c'est un peu plus large, du private LTE qu'on met sur un site industriel, par exemple, voire de la 5G pour améliorer les temps de latence, les robots souvent vont être communicants avec de la radio. Ça n'empêche pas qu'ils vont à un moment donné, comme ils sont communicants, ils vont se connecter. Donc et là, ils vont partir, ils vont tirer parti de l'inverse. Il y a toutes les sources de connaissances qu'ils vont pouvoir récupérer dans les clouds au sens large, on va dire, et donc étendre leurs capacités et puis nous se connecter avec nous. Un côté embarqué aussi, donc alors mécatronique, parce que Julien va le montrer aussi, et puis aussi chez Gilles, ben, ces robots-là, quand ils se déplacent, il y a plein de petits détails qui font qu'ils sont plus ou moins souples, plus ou moins flexibles, ils s'adaptent au terrain, etc. Donc, il y a des robots qui vont sur Mars, sur la Lune, même sur Terre, il y a déjà beaucoup de contraintes. Robots intérieur, extérieur, on n'en fait pas la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, il faut qu'au niveau mécanique, on va dire que tout soit bien réalisé.
avec après aussi des capacités de transport, etc. Si on transporte chez lui, vous allez voir de 500 kg à plus d'une tonne 5, c'est pas tout à fait le même impact sur les articulations. On a le même problème, nous, hein, pour notre capacité à soulever les choses. Du coup, le côté IA, est-ce que le robot est une autonomie, une décision embarquée en toute autonomie, donc l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée, c'est ce positionnement-là qui, de toute façon, le robot doit être légalement aussi encadré. Un cadre, donc il fait des actions, donc privé ou perso, on va dire. Donc en France, on est assez bien positionné pour avoir tout un côté législatif, on va dire, sur les impacts que peuvent avoir les robots. Edge computing, hein, donc j'ai mis aussi le terme parce que c'est un terme que l'on emploie actuellement, donc qui est le fait de pouvoir délocaliser donc, des traitements en embarqué dans ces entités. Pour la compréhension, comme il a cette intelligence embarquée, le robot, il va falloir qu'il interagisse avec son environnement. Et ça, c'est tout ce qui est capteur. Donc les capteurs est particulièrement intéressant sur ce qu'on vous raconterait Gilles et Julien, assez étonnamment. On est surpris par le côté un petit peu particulier que certains capteurs permettent d'étendre les capacités donc de déplacement en indoor en particulier. Et ça, je vais laisser Gilles et Julien le faire. Et ce n'est pas forcément des capteurs de distance. Ça ne suffira pas, hein. Le côté multidimensionnel est important. Nous, on le fait pour nous, hein, quand on marche, etc. On se déploie avec ses pieds, certes, mais aussi avec son oreille pour l'équilibre, avec le son, etc. Beaucoup de choses qui fait que les robots sophistiqués sont beaucoup plus intelligents, entre guillemets, quand ils sont multidimensionnels au niveau des capteurs. Donc c'est l'IoT, le fait d'embarquer, donc c'est l'Internet des objets, on va dire, jusqu'à un côté qui peut être plus philosophique et éthique et les droits des robots, etc. On va se demander, est-ce qu'on a le droit d'avoir des robots qui font tel type d'action? Ça paraît un peu bizarre à poser comme question, sauf qu'on l'a fait pour la voiture. La voiture, par exemple, au début, il n'y avait pas trop de règles, hein, on pouvait rouler à n'importe quelle vitesse. Maintenant, on sait que sur autoroute, c'est 130, 110, 90, etc., etc. Donc, il y a des règles qui encadrent ça. C'est pareil pour les robots, donc il faut les cadrer. Et puis, plein de choses qui arrivent. De plus en plus sophistiqué, le robot. On n'a pas, là, ça doit être cadré parce que le robot permet de faire des choses que l'homme ne peut pas faire, hein. Vous essayez de courir à 80 km/h, par exemple, c'est pas facile, même si vous courez très très bien. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes limites que le robot. Par contre, les robots sont assez flexibles parfois, mais le côté créatif, flexibilité, agilité, adaptabilité, on va dire que l'être humain a encore beaucoup de kilomètres d'avance. On n'a aucun souci à ce niveau-là. Donc, il faut le législatif va nous permettre un petit peu d'encadrer, de trouver la bonne synergie entre ces robots qui embarquent de plus en plus sur donc de capacités de réflexion embarquées et d'initiatives en étant bien connectés à son environnement. Et c'est pas si donc que ça, quand on va entrer dans le détail avec Julien, vous allez voir que la lumière, etc., est très importante. Je le laisserai développer. Donc, on voit bien sur ce slide-là que si on attaque les robots on va dire de bout en bout, globalement, on peut y faire des choses passionnantes avec différents axes technologiques, des axes philosophiques, des axes business, parce que tout ça va nous permettre d'améliorer un petit peu l'efficacité opérationnelle en usine. Et Gilles va le développer juste après moi. Donc, je pense que j'ai fait le tour de l'introduction que je voulais faire et je vais laisser mes camarades dérouler leur partie, peut-être rebondir durant la présentation. N'hésitez pas à poser des questions-réponses également. Merci beaucoup Christophe. Je rappelle juste à tout le monde qu'en passant la main en même temps à Gilles pour sa présentation, je te passe le relais. Juste, je voulais partager avec tous que on fait un record de ce meet-up et donc si vous êtes arrivé un petit peu en retard, vous pourrez revoir tout cela sur YouTube dans quelques jours. Gilles, tu dois pouvoir partager ton écran normalement. Ok. Ben, Yes. Voilà, et donc on va continuer avec Gilles Gomila, pardon, de la société Omron, qui va nous raconter, nous expliquer ce que fait Omron dans le domaine de la robotique. Merci à toi, Gilles. Merci. Bonjour à tous et merci d'être venus à ce webinaire. Ma présentation va être une sorte de pont entre ce que venait de présenter Christophe, donc l'aspect historique de la robotique, et la mise en œuvre industrielle de la robotique,
et on va arriver vers la fin sur les évolutions. Et on a besoin de la recherche applicative et la recherche fondamentale que va nous présenter le CNRS, parce que nos robots évoluent grâce à des trouvailles. Et on a besoin de trouvailles pour faire évoluer nos robots et aussi faire évoluer notre puissance industrielle. Donc, je vais présenter Omron. Omron, c'est une société qui a 87 ans, qui a été créée par un Japonais en 1933, et il a vite eu une vision de où il allait. J'aime bien cette phrase, elle est marquée à gauche: la machine, le métier de la machine, et à l'homme, le frisson de la création. Donc, de laisser les activités répétitives ou très précises ou très contraignantes à la machine, et la création et la flexibilité à l'homme. Et donc, Omron a développé des gammes de produits, gammes qui vont des systèmes de vision aux contrôleurs, aux automates, aux robots collaboratifs. Donc, je vous laisserai un jour découvrir sur Internet ce qu'est Omron. On a une gamme très très large pour tout ce qui est production manufacturière. Donc, vous voyez là les chiffres. On est dans le top 100 des sociétés déposant des brevets dans le monde. Donc, c'est une société qui est très tournée vers l'innovation et qui se nourrit de ce que font aussi les laboratoires de par le monde au niveau recherche. Avant de parler de fabrication, il faut parler de tendance. Les usines ne font que répondre à des besoins, à des demandes des marchés. Et il y a une chose qui est très intéressante dans les marchés modernes, c'est sa très grande variabilité. Ça va bien, ça va moins bien, il y a la crise du Covid-19, il y a un rebond. Ce sont des activités qui sont beaucoup plus rapides, changeantes qu'avant. Si vous vous souvenez, pour les plus jeunes, il y a 20 ans, une voiture, c'était une voiture, on lançait une voiture et on avait la même voiture pendant 5 ans ou 10 ans. Maintenant, les cycles de vie des voitures, les lancer, 2 ans après, on fait un restyling, un restylage, et 5 ans après, un nouveau modèle. Donc, les cycles de vie raccourcissent, les demandes de consommateurs se multiplient, et avec un même moyen industriel, il faut faire plus de choses, et plus de choses différentes. Et même aller jusqu'à ce qu'on appelle le lot 1, le produit fait pour moi. Par exemple, imaginons, je suis quelqu'un d'allergique à un composant d'un cosmétique. Mais il faut désormais qu'un fabricant de cosmétiques soit capable, dans sa production standard, de faire un produit pour moi, Gilles Gomila. Et donc ça, c'est une tendance, une demande des consommateurs qui est relayée par l'industrie. Et ça nécessite beaucoup de flexibilité, mais une flexibilité organisée. La flexibilité ne doit pas être le désordre. Donc chaque chose est tracée, chaque chose fournit des données, et ces données doivent être transformées en informations. C'est là aussi tout l'intérêt du travail que nous avons, nous, fabricants de composantes d'automatisme et de robotique, avec des gens comme IBM. Donc, il y a une donnée, la donnée, il faut en faire de l'information et il faut tracer tout ce flot de données de la fabrication jusqu'au consommateur. Et ces moyens industriels, ils doivent être productifs et flexibles. Qui dit flexible, il faut assurer les mouvements et les transports entre les unités de production. Parce qu'un jour, je vais mettre ma machine A à cet endroit, mais peut-être la machine B ou C, je vais la même mettre à côté, la bouger, suivant ce que me demande la production. Par exemple, je vais faire un lot pour la fête des mères, un lot pour la fête des pères, un lot pour Pâques, un lot pour Noël, pour Halloween. Donc, les lots de produits que je vais faire suivant les événements vont amener ma production à évoluer. Et bien là, vous comprenez bien qu'on ne peut pas figer cette production, qu'on doit la rendre flexible. Et pour ça, il faut avoir des moyens de bouger les produits en production. On appelle ça le work in progress, faire bouger les produits entre les machines de production. Aujourd'hui, vous avez 2 technologies principales. La technologie la plus connue, ça s'appelle l'AGV. AGV, ça veut dire Automated Guided Vehicle, un véhicule guidé. Il y a une sorte de rail magnétique qui suit, et c'est un peu comme un bus. Il va suivre son itinéraire, il va venir vous chercher le produit à une certaine heure et l'amener à une autre heure. Il n'y a pas une notion d'optimisation, de demande, de requête. C'est quelque chose qui est sur son rail ou sur son chemin magnétique. Les industriels nous ont exprimé le besoin d'avoir quelque chose de plus flexible, de plus autonome. C'est pour ça qu'on a créé le robot mobile autonome. Et ça ressemble plus à un VTC, à un Uber que vous appelez. Vous avez besoin de lui parce qu'il y a une pièce qui est finie, il vient la chercher. Il doit aller à un autre endroit, mais il y a une tâche qui est prioritaire. Cette tâche prioritaire va prendre le dessus. Donc, il est tout le temps là pour s'adapter à des requêtes différentes, s'adapter à un environnement changeant et s'adapter à des opérateurs qui passent autour de lui, contre lui, voire même qui vont le bousculer. Et donc, il se doit d'être collaboratif et, comme le disait Christophe tout à l'heure, respecter tout un tas de règles qui sont des normes. Les États, pour protéger les opérateurs et les consommateurs ou les travailleurs, éditent des règles
qu'on appelle des règles de sécurité machine. Ces robots sont certes des robots très sophistiqués, mais il faut savoir qu'ils ont autant d'attention sur leur performance que sur leur sécurité. La sécurité est primordiale. Donc bien qu'ils soient autonomes, bien qu'ils avancent rapidement au milieu des opérateurs et dans des environnements changeurs, ils restent des produits sûrs. Donc à quels besoins répondent? Ce sont des besoins intralogistiques, entre machines ou entre machines et un stock. Ils livrent des petits lots, on verra ça un peu plus loin. Ils s'adaptent à un environnement changeant, parce qu'en production, on va mettre un chariot là, une machine, on va le bouger, il y aura un opérateur qui va changer de position. La production, c'est quelque chose qui s'adapte. Donc, il faut que le robot s'adapte. On doit utiliser l'espace existant parce qu'il est rare de pouvoir pousser les murs, surtout dans des laboratoires pharmaceutiques ou des salles blanches semi-conducteurs où le mètre carré coûte très cher. On doit s'adapter à ce qui existe. Pas de stock tampon, parce que vous comprenez que quand on fabrique des pièces qui ont de forte valeur ajoutée, chacune de ces pièces, on appelle ça des encours, sont très chères. Donc moins on a de stock d'encours, plus on produit à la demande, moins il est coûteux de produire. Donc cette machine permet aussi d'éviter les stocks qui se font en amont ou en aval des machines. On produit en flux tendu. Et des petits lots livrés juste à temps, c'est-à-dire que la machine produit, elle ne doit pas avoir de temps d'arrêt. Parce qu'un temps d'arrêt amène de la non-production d'une machine. Quand vous avez une ligne de production qui coûte plusieurs millions d'euros, si elle a arrêté un quart d'heure parce que les produits ne sont pas arrivés, c'est une perte financière assez importante. Donc ils sont là pour être aussi prévisibles qu'une machine, alors qu'ils sont des robots autonomes déplaçant des pièces d'une machine à une autre. Mais ils doivent être intégrés dans une production et une production prévisible. C'est là où IBM, travaillant avec Omron sur ces machines-là, on arrive à établir ce qu'on appelle du data-driven production. C'est-à-dire que toutes les données sont présentes, toutes les données sont gérées et tous les éléments de la production sont comme un seul élément, comme une seule machine qui produisait un bien. Et ça donne de l'assurance et de la prévisibilité à l'industriel. Ces machines ont différents types de capteurs, comme je vous l'ai dit, dans des environnements changeants, avec des opérateurs, avec des moteurs, des perturbations qui vont gêner leur fonctionnement. Donc, je vais partir de la gauche. Sur des usines qui sont très grandes, avec, comme vous voyez là, des grilles, des perturbations, là, les réseaux Wi-Fi sont parfois délicats à manipuler ou sont trop dépendants de l'informatique de la société et peuvent avoir des variations. Là, on a expérimenté avec Nokia, puis après, on a déployé industriellement chez Nokia un contrôle de la flotte de robots directement en 5G. Alors attention, je reviens sur ce que disait Christophe, le robot a son intelligence propre. Quand on dit qu'il est autonome, il est autonome. Cette liaison radio est là pour assurer la coordination de la flotte et pour optimiser leurs différentes missions. Donc c'est comme un chef d'orchestre qui parle à l'ensemble des robots. Et on s'est rendu compte que sur de très grands sites où on ne veut surtout pas être perturbé, la 5G a un intérêt et on l'a testé en taille réelle dans les usines de production de chez Nokia. Mais pour des sites de production plus petits, le Wi-Fi est largement suffisant et parfois on doit le relier pour s'assurer que la communication ne soit jamais coupée. Après, quand on descend d'échelle, quand on parle du robot au milieu d'un environnement, là j'ai mis au centre que des photos avec des robots, mais on aurait pu mettre des opérateurs au milieu. Là, il faut s'assurer de la sécurité. Donc, on a ce qu'on appelle des lidars, des lasers qui viennent scanner l'environnement et on fait ce qu'on appelle du slam. Alors, ce n'est pas de la chanson pour le hip-hop, c'est le même, bien que ce soit le même nom. C'est une localisation synchronisée entre une carte que le robot enrichit tout le temps et ce qu'il voit. Il a une carte qu'il a créée au départ avec ses lasers et cette carte, il la remet tout le temps en question. Il regarde qu'est-ce qui a bougé. Ah là, il y a un opérateur. Là, il y a une poubelle qui a été mise. Là, il y a une palette qui est laissée. Donc, il va tout le temps réactualiser cette carte. Et puis après, on a les derniers centimètres, voire les derniers mètres. Imaginez un robot qui vient fournir des wafers en silicium d'une façon très précise, à quelques millimètres. Pour assurer les derniers millimètres, on va utiliser des bandes magnétiques ou un angle métallique sur lequel il va se caler. Donc là, c'est pour les derniers centimètres ou les derniers millimètres et être précis. Donc, voilà comment ces robots sont autonomes et arrivent à évoluer dans un environnement contraignant et changeant, tout en restant en sécurité et précis. Parce que Gilles, on a l'impression que tout est carré dans les usines, etc. Alors que naturellement, il y a un peu de chaos, quand même, naturellement. Les usines, il y a la théorie et la pratique. Je vais vous prendre le dernier exemple. Et c'est là où on va arriver sur tout le savoir-faire que déploie Julien
et ce que le CNRS a mis en œuvre, c'est que parfois les cartes, comme le dit Christophe, l'usine devient un grand désordre, avec des palettes, des chariots, et on avait un fournisseur de plateaux repas pour l'aéronautique dans les avions, en première classe ou en seconde classe, en première classe ou en classe affaires, pardon. Il y a des gens qui ont des régimes particuliers, qui sont sensibles au gluten, allergiques aux fruits de coque. Donc, quand ils sont dans leur avion, ils ont un menu particulier. Et cette société qui faisait des plateaux pour des compagnies aériennes avait dédié quelqu'un qui passait son temps avec un chariot, d'aller d'un endroit à un autre. Parfois, il se trompait. Et c'était très difficile. Donc, la compagnie a voulu quelque chose qui soit tracé, où on est sûr que le plateau quitte la production et va vers le bon vol, au bon endroit, avec une bonne traçabilité. Donc, ils avaient utilisé nos robots. Mais nos robots, au milieu de hangars aéronautiques, avec des plateaux, des chariots, des palettes, ils perdaient vite le nord. Et ils pouvaient perdre jusqu'à 80% de sa carte. Et ben dans ce cadre-là, on a travaillé une sorte de redondance sensorielle. C'est un peu comme l'homme, hein. Julien en parlera tout à l'heure. On a l'oreille, on a l'œil, on a le pied, on peut perdre un sens et on va se caler sur d'autres sens pour pouvoir se guider. Et bien là, sur ces robots qui perdaient 80% de leur carte, on a utilisé le plafond parce que peu de gens modifient les ampoules au plafond. Alors bien sûr, certaines peuvent griller, mais on avait une certaine tolérance et on triangulait au plafond les coordonnées des éclairages pour pouvoir aider le robot à se recaler malgré une perte massive de sa carte au sol. Donc, ce slide est là pour souligner qu'il y a une nécessaire redondance sensorielle pour des robots quand ils sont dans le chaos, comme le disait Christophe, dans l'environnement réel, qui est un grand désordre, heureusement, parce qu'il permet de la création. Mais on doit s'adapter à ce grand désordre, et pour ça, on doit faire appel à plusieurs sens. Et c'est une chose qu'on a copiée de la nature et qu'on a appliquée sur les robots, et qui me permettent de passer la main à Julien et sur les travaux qu'il a fait avec le CNRS. Ouais, juste pour Gilles, entre les deux, là, est-ce qu'on a l'impression que les robots, ça se déplace, le lidar, on voit bien qu'il va scanner partout, le GPS pour qu'on puisse se localiser, etc. Et en fin de compte, non, ça, c'est pas du tout suffisant. Non, c'est pas du tout suffisant. Alors dans ce cas-là, lui, il n'a pas de GPS, il utilise un lidar, une cartographie, des capteurs pour les derniers centimètres, mais on se rend compte que face au chaos, il faut toujours avoir une solution B ou C pour continuer à la production, pour continuer son chemin et rester en sécurité. Et c'est pour ça que la redondance sensorielle est si importante. Oui, on rappelle juste que le GPS fonctionne avec les satellites. Hein. Quand vous êtes dans un tunnel, un parking ou au milieu d'un bâtiment, le GPS ne fonctionne pas. Hein. Ne fonctionne pas. J'ai deux questions. Il y a deux questions sur le chat. La première question, c'est une question que Thierry a posée tout à l'heure entre l'intervention de Christophe et de Gilles. Au vu de ce que Boston Dynamics fait aujourd'hui, quel est le niveau de la maturité quel est aujourd'hui le niveau de maturité de l'IA embarquée? Alors, Boston Dynamics, j'aimerais avoir tous les rushs des ratés avant qu'ils fassent un beau film. Il y a un énorme chemin entre le produit de laboratoire et le produit qu'on industrialise. J'ai oublié de souligner que là, depuis 2 ans, on a plus de 1000 robots en production. Et la production, c'est du 24/24, 7/7. Donc, il y a un énorme effort de fiabilisation. Faire une technologie dans un labo, et ça, le CNRS le sait très bien, c'est déjà merveilleux. Mais après, il y a un effort de fiabilisation et d'industrialisation que nous, particuliers, nous ne connaissons pas, mais je peux vous assurer du côté industriel, c'est un effort qui est énorme. Donc, il y a un énorme travail de fiabilisation de ces technologies. En labo, on fait des choses fantastiques, mais il nous faut 1, 2, 3, 4 ans pour les fiabiliser et après les sécuriser. Parce qu'une fois qu'on a ce robot fiable industriel, on les passe dans les fourches codines, dans des tests de labos qui sont, eux, indépendants d'Omron, indépendants des constructeurs, et qui vont vérifier leur viabilité et leur sécurité par rapport à des normes et des textes de loi. Donc voilà, il y a un travail de recherche et développement qui part de l'embryonnaire, le fondamental, l'embryonnaire, une trouvaille, un brevet, un produit de labo fiabilisé. Après, il y a l'industrialisation, la fiabilisation et la certification. Donc c'est un chemin qui est assez long et parfois on revoit notre copie ou on est obligé de mettre plus de sécurité. Donc il y a un savoir-faire à la fois scientifique, technique et industriel pour arriver à ces robots. Alors moi, ce qui m'a impressionné chez côté Dynamics là, c'est pas trop le salto arrière, etc., le monter des marches et ce genre de choses.
J'ai vu alors une démo, hein, c'est comme dit Gilles, hein, c'est les démos. Bon, bah, tant qu'on est dans le cadre de la démo, ça marche. Est-ce que ça marche tous les jours, toute l'année dans les usines, etc. Je sais pas. Et je n'ai pas le détail, hein, je ne fais pas partie de l'équipe, mais en tout cas, c'est assez plaisant et intéressant à regarder quand même. Le côté collaboratif, quand j'ai vu qu'ils ont fait une version d'une démo où il y a deux robots qui se déplacent en même temps dans un bâtiment. Il y en a un qui ouvre la porte, l'autre qui passe derrière et puis il referme la porte, etc. Donc là, on voit que deux robots ensemble, ça fait plus que des robots isolés, etc. Donc c'était assez intéressant sur le côté collaboratif entre robots. Il y a le collaboratif, on va dire, à la cobotique, etc., avec l'être humain, et puis aussi le collaboratif entre robots eux-mêmes. Donc ça m'avait plus impressionné plutôt que les saltos arrière et les choses qu'ils font aussi, qui sont assez démonstratifs. Mais bon. La coordination entre robots, c'est très important d'un point de vue productif. On sait qu'on a à maximiser les choses. Et dans ces flottes de robots, là, vous voyez une image d'un robot qui pour du 90 à 125 kg. Après, on a du 250 kg, puis on a introduit le 1 tonne 5. On sait que ces robots, là, on a un client qui veut faire 600 mouvements jour. Ces robots ont besoin d'un chef d'orchestre pour se synchroniser entre eux et aussi avoir des règles de priorité et de collaboration qui permettent d'optimiser le flux. Parce que s'ils passent leur temps à se faire face, ils perdent du temps à dire qui va à droite, qui va à gauche. Donc il faut des règles. Il y a effectivement un travail de l'intelligence locale, qui est l'intelligence embarquée dans le robot, mais il y a aussi un travail d'intelligence globale, qui prend appui sur l'intelligence locale, mais qui nécessite des sphères plus hautes et des données qui sont plus centralisées. Parce qu'après, on retombe sur des fondamentaux de business où il faut maximiser l'efficacité de la flotte de robots dans ses Désolé, activités. je suis voilà. très mais ça fait partie du jeu hein, aussi. C'est mon rôle dans ce séminaire. J'ai une autre question de Jean-Michel qui dit qu'il a entendu parler de drones volants dans les entrepôts pour faire des inventaires avec un lecteur code-barre. Est-ce possible? Point d'interrogation. Oui, ça existe, ça. Oui, c'est possible. Je confirme, ouais. C'est un sujet parce que il suffit juste de lire un code barre, c'est très rapide, ça permet le problème de la robotique au sol, c'est qu'on peut pas monter hein, en altitude. Donc le drone, la thématique du drone pour réaliser des inventaires, c'est quelque chose c'est un thème de recherche, c'est concret. Ça fonctionne. Mais je suis pas sûr que si ce soit là tout de suite existant c'est pas une réalité actuelle de la robotique dans les industries. Moi, je mettrais juste un petit point d'attention là-dessus. Quand c'est en indoor ou outdoor, hein, à l'intérieur ou à l'extérieur, quand ça respire un peu plus et on a plus de degrés de liberté, surtout à la campagne, etc. Hein, donc là, on peut s'étendre les bras tranquillement. En intérieur, il faut quand même faire attention. Nous, on fait naturellement attention, on ne tape pas dans les murs, dans les poteaux, dans les chaises, etc. Ça nous paraît naturel. Le robot, pareil. Quand c'est un objet qui vole et qui se déplace à l'intérieur d'un bâtiment, il faut qu'il fasse attention, pareil, à quand il est pile devant le code barre, etc. C'est super. Quand le code barre est un peu décalé, déjà ça pose problème, etc. Et puis, il ne faut pas qu'il prenne les poteaux. Et il y a un petit point d'attention particulier, c'est que du coup, la tendance, c'est quand même de dire que ces zones-là où il y a des entièrement automatisées par des robots volants, on va dire, je pense que c'est des zones où l'être humain ne se balade pas. Parce que au niveau risque, c'est assez compliqué. Donc, on va voir cet équilibre-là à trouver entre est-ce que je mélange les êtres humains et les robots avec toutes ces contraintes-là. Et c'est pas si évident que ça dans certains cas. Donc, je pense Alors, que sur le chat, j'ai Patrice qui nous dit que ça existe dans l'industrie et Renaud qui nous dit que c'est Ardis c'est ça, Ardis, en complément de voilà. D'accord. J'ai attention aux têtes par contre. J'ai également une question qui a rapport à ce que tu viens de dire, Gilles, entre autres sur l'utilisation. Alors, je ne sais pas si tu l'as de l'éclairage pour la géolocalisation dans les bâtiments. Et Marcel qui nous dit est-ce que la technologie de communication optique LiFi ou sera développée en robotique pour faire de la localisation et de l'échange de données? C'est-à-dire utiliser la lumière pour transmettre de l'information à la place de la 5G ou... Alors, la lumière est quelque chose de très directionnel. Après, c'est suivant le robot que vous voyez là, c'est une plateforme, c'est un produit standard, mais on est obligé de l'adapter par rapport à des applications des clients. C'est pour ça qu'on a chez nous des ingénieurs applications et même de la recherche et développement applicative.
Par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure qui était de dire mettre un robot pour faire de l'inventaire ou faire une tâche dans un endroit où on ne va pas mettre un homme, on a des cadres, on a des clients qui ont des forêts de serveurs, et dans ces forêts de serveurs, ils ne veulent pas mettre d'hommes. Ils veulent que quand il y a un incident, un robot aille voir, et là du coup, il a une caméra spéciale qui va surtout traiter dans l'infrarouge, voir les échauffements des serveurs et autres, et qui va avoir un bras particulier. Donc, on va customiser le robot autonome pour des missions particulière. Si le client a besoin d'une information et d'une communication directionnelle, pour une information et une communication directionnelle, la lumière est parfaite. Et dans ce cadre-là, on utilisera ce moyen-là. Mais ce n'est pas un moyen qu'on va utiliser d'une façon standard, c'est un moyen qu'on va utiliser par rapport à un besoin exprimé ou une application qui le nécessitera. C'est ça, c'est l'usage du Li-Fi par rapport au Wi-Fi ou par rapport à la 4G en private ou en public et la 5G, etc. L'avantage de la radio par rapport à ce que je disais au début, au filaire, à la fibre optique, etc., c'est qu'on a un degré de liberté. Une fois qu'on passe en radio, on part, alors que ce soit 50 mètres ou 5 km, en tout cas, on a ce degré de liberté que l'on perd un petit peu avec le Li-Fi. Il faut être un peu pile en dessous ou légèrement en dessous, on va dire, du point lumineux. Par contre, le Li-Fi a des intérêts quand même, justement, quand on veut, pour des raisons de confidentialité, etc., ne pas broadcaster sur 5 km, mais justement broadcaster sur 20 cm. Donc là, le Li-Fi est intéressant pour des zones de focus confidentialité, des raisons de débit aussi, parce que les débits sont assez intéressants en Li-Fi. Donc il faut, je pense, utiliser le Li-Fi quand on a ce besoin un petit peu de n'être pas sur de la radio classique, où on a cette liberté qu'on a un peu moins dans le Li-Fi, et puis les gammes de fréquences ne sont pas les mêmes. Donc du coup, il y a certains sites, certaines sensibilités de sites qui fait qu'on ne peut pas forcément faire du 2.4 GHz, des bandes Wi-Fi, etc. On passe sur d'autres fréquences, et là, le Li-Fi peut aussi être une alternative. Donc, oui. Voilà, donc c'est pas une réponse par rapport au robot, c'est une réponse par rapport Wi-Fi contre Li-Fi, quoi. On se la fait courte. Ouais. Merci Christophe. Une chose qui peut intéresser aussi sur le Li-Fi, c'est certifier. Si par exemple j'ai un robot qui doit vérifier des points et que je dois certifier qu'il est passé par ces points-là, on va faire une émission-réception à partir du Li-Fi parce qu'il a été obligé d'être en face, et là du coup j'ai un échange de données qui me certifie qu'il est passé par ce point-là. Voilà une sorte d'application du Li-Fi. Ça peut frustrer les gens qui sont fans de radio où ça crépite un peu plus largement. Mais bon, affinité. Gilles, je te propose de conclure pour laisser la parole à Julien. La conclusion était dans ce dernier slide, c'est-à-dire que on a, même pour des robots industriels, on s'est intéressé à comment fonctionnait l'homme, et l'homme a cette redondance sensorielle, et quand on se perd, quand on n'a plus que 80% de la carte, qu'on a perdu 80% de la carte, le meilleur moyen de se repérer, c'est regarder vers le ciel. Alors, dans l'industrie, le ciel, il n'y a pas le ciel, il y a le plafond. Dans notre cadre, on regarde vers le plafond et on se positionne par rapport non pas aux astres, mais par rapport à des lampes ou des lumières au plafond de nos usines. Et je passe la main à Julien. Merci beaucoup Gilles. Merci. Julien, je te donne le focus. Hop, voilà. Donc là, je suis repassé sur mon petit slide et tu devrais, pendant ce temps-là, pouvoir partager ton écran. Ça devrait fonctionner. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Voilà. Je rappelle juste avant que tu commences qu'on aura un replay dans quelques jours et que si vous avez des questions, c'est via le chat de Webex. Ensuite, je me charge de faire remonter les questions à notre panel. Merci beaucoup, Julien. Je te laisse la parole. Merci à tous. Alors, moi, donc, il y a des choses qui ont été dites que je vais rappeler très sommairement, que j'ai illustrées ici. Moi, je m'intéresse à la robotique à l'extérieur, hein, et pour pouvoir faire fonctionner des robots à l'extérieur. Et pour cela, j'ai représenté un peu le cheminement de ma pensée qui au départ, j'ai développé des solutions en biomimétique pour d'autres tâches que la navigation à l'extérieur. Et depuis 5 ans, je m'intéresse à la navigation à l'extérieur et l'utilisation du système de navigation bio-inspiré des insectes pour réaliser cette tâche. Alors, ce qui m'apparaît, moi, en tant que citoyen, hein, parce que vous voyez ici ce véhicule autonome, hein, qui est une réalité pour Tesla, Google, mais aussi Uber, eh bien, il y a toute une batterie de capteurs en fait, qui sont montés ici sur le véhicule autonome
On a parlé du GPS. Alors le GPS, c'est le système américain de localisation. Par chance, il est gratuit aujourd'hui pour tout le monde. Nous avons le système européen Galileo qui est actuellement, il y a 26 satellites, mais 22 sont en activité, 30 seront prévus. Donc pour l'instant, on ne peut pas se positionner avec un système européen en utilisant cette méthode. Vous voyez des antennes, vous voyez également le lidar, vous voyez des radars, des caméras, et en dessous, il est représenté les différentes caractéristiques de ces capteurs, et on voit que les inconvénients majeurs pour le lidar, hein, qui est un laser, et pour les caméras, ben, c'est les éblouissements, hein, les milieux très éblouis, notamment lors du lever, du coucher du soleil. Eh bien, c'est inopérant, on ne peut pas se fier à ces informations-là. Et également pour le GPS, vous l'avez évoqué, en ville, il y a une occultation des bâtiments et les structures métalliques également perturbent la détection du champ magnétique terrestre pour le cap. Et donc on voit qu'il n'existe pas de solution miracle qui remplisse toutes les missions sensorielles. Voilà, en bas, vous avez ici les précisions du GPS. Je rappelle que les GPS civils, hein, on vise, c'est environ 5 mètres de précision spatiale horizontale et 10 mètres verticale dans les meilleures conditions. Donc on voit que c'est utile pour un avion, un navire. Par contre, pour un petit robot de livraison au dernier kilomètre qui ferait peut-être 1 mètre de diamètre, ça ne conviendrait pas. Et nous, on s'intéresse donc aux mécanismes de navigation des animaux et plus particulièrement des insectes navigateurs tels que sont les abeilles et les fourmis, eh bien parce qu'ils ont la particularité de se positionner très précisément dans l'espace du fait de la petitesse de leur taille, 10 mm pour environ une abeille et une fourmi, sachant que le rayon d'action d'une abeille dans son trajet journalier, c'est 13 km qui a été enregistré, le record, et pour les fourmis navigatrices, c'est 1 km. Donc on voit qu'il y a une disproportion entre la taille de l'animal et les trajets que réalisent ces animaux, hein. Et donc c'est ça que on essaye d'atteindre. Alors ici, vous voyez dans cette illustration la ville du futur connectée à la 5G. Donc j'ai mis une petite illustration sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez. On nous avait promis la 5G en 2020. Désolé, mais je ne pense pas qu'elle soit disponible. Pour moi, l'installation de la 5G sera opérationnelle dans 10 ans, en 2030, avec un déploiement massif. Donc ça sera complètement opérationnel en 2030. On voit qu'il y a un débit qui a été augmenté pour augmenter le nombre d'utilisateurs, et on voit que dans cette ville, eh bien, vous aurez tous les flux, hein, les flux de véhicules, de camions, hein, et on voit que dans la tâche de livraison en dernier kilomètre, par exemple, c'est ce qui est le plus coûteux. Donc, on cherche à optimiser ces flux. Il y aura également des piétons, il y aura également des petits robots qui vont circuler, il y aura aussi des trottinettes électriques qui vont circuler, tous les nouveaux moyens de mobilité en ville que l'on observe aujourd'hui. Vous savez très bien que c'est un petit peu incontrôlé et incontrôlable tout ça, donc il faudrait surveiller tout ça de plus près, optimiser les flux. Et moi, ma crainte en tant que citoyen, c'est que se passerait-il en situation de blackout? Alors qu'est-ce qu'un blackout? C'est un blackout lié à une panne des antennes, hein, une panne d'énergie, ou alors des actions malveillantes, hein. On peut brouiller les ondes, hein, des actions de terrorisme, des actions on peut spoiler les signaux aussi qui sont émis par les GPS, et donc ça génère de la désorientation au niveau des robots, et je pense qu'on ne pourra pas accepter qu'un robot s'arrête d'un coup comme ça au milieu de la route ou s'arrête au milieu des trottoirs, hein. Et il faut garantir aux citoyens que le robot va toujours s'en sortir. C'est un petit peu comme la première fois où j'ai vu un robot tondeuse. Donc les gens dans les rues, ils auront peur de ces nouveaux robots qui circuleront. Et moi, quand j'ai vu une robot tondeuse, on a envie de jouer avec, de voir un peu ce qu'il fait, comment il réagit, et on se rend compte que finalement, tout est prévu. Le robot s'arrête si on est proche de lui. Et comme l'a évoqué Gilles, chez l'homme, on observe qu'il y a différentes modalités sensorielles qui sont impliquées dans le contrôle de sa posture, que c'est la vue, c'est la plante des pieds, la pression, c'est aussi le sens de l'équilibre de l'oreille interne. Donc on voit qu'il y a 3 modalités sensorielles qui rentrent en ligne de compte, et c'est vrai que les industriels recherchent la possibilité d'avoir 2 ou 3 fois la même information par différentes modalités sensorielles.
Et comme il l'a évoqué Gilles aussi, des robots qui évoluent en ville, hein. J'ai un industriel de Cahors qui avait fait des essais dans la ville de Montpellier, je crois, et même constat, c'est-à-dire même le SLAM qui cherche à reconnaître les lieux et à se repositionner sur la carte, mais 80% du temps, il n'y arrive pas. Donc c'est important de trouver des solutions alternatives. Et donc c'est pour ça que moi je suis un bioroboticien et je cherche à comprendre les modalités sensorielles qui sont utilisées par les animaux et plus particulièrement les insectes. Pourquoi? D'abord parce que c'est un intérêt biologique de mieux comprendre comment fonctionnent ces animaux, mais aussi d'apporter des solutions innovantes à des tâches qui sont réputées difficiles, hein. S'orienter dans l'espace à l'extérieur, c'est difficile, les conditions sont très changeantes. Et vous voyez ici le biomimétisme. Moi, si je parle de cette fourmi navigatrice du désert qui est étudiée depuis 120 ans, donc c'est une fourmi qu'on trouve dans le pourtour méditerranéen, essentiellement dans les pays du Maghreb et en Andalousie et en Grèce. Et cette fourmi qu'on appelle Cataglyphis, ce genre de fourmi, n'utilise pas de piste phéromonale comme les cousines qu'on a en France, hein. Et donc, elle utilise uniquement sa vision aux heures les plus chaudes de la journée pour réaliser des trajets de plusieurs kilomètres quotidiens. Elle se déplace très vite parce qu'il fait très chaud au sol et elle n'utilise que sa vision. Donc vous voyez, elle n'utilise pas de GPS, elle n'utilise pas de signaux, elle n'utilise pas d'ondes, elle utilise, du coup c'est imbrouillable et puis elle peut pas tomber en panne d'électricité aussi non plus parce que la lumière naturelle, c'est pas un mécanisme qui peut tomber en panne. Et donc l'insecte exploite une lumière qui est naturellement présente, qui est gratuite et qui tombe du ciel. Et donc pour cela, il suffit de comprendre cette exploitation pour essayer de copier ce système de navigation. Il faudrait couper le soleil, mais ça c'est prévu, mais pas tout de suite. Ah oui, alors couper le soleil, c'est une très bonne intervention, Christophe. Alors c'est vrai que l'être humain est très mauvais en fait vis-à-vis de l'éblouissement, hein. Donc l'être humain, il voit sur 10 puissance 5 hein, de variation de la pleine lune jusqu'au... On est très ébloui, on peut pas regarder directement le soleil, hein. Donc c'est 5 puissance de 10, elle est clairement. Alors les insectes, c'est 10 puissance 7, donc c'est 7 décades de luminance. C'est-à-dire que d'abord, un insecte, c'est une vision panoramique, donc c'est tout le temps ébloui par le soleil. Et ça voit au niveau basse luminosité 100 fois mieux que nous, hein. Donc ça, voilà, c'est pour ça que je dis le chat voit 10 fois mieux que nous. Et les insectes navigateurs de nuit voient 100 fois mieux que nous, en fait. Moi, c'est pour ça que comprendre la photodétection, la transformation de l'information visuelle chez l'insecte, eh bien ça présente un intérêt au niveau robotique pour créer des nouveaux capteurs innovants. Donc, vous voyez ici, j'ai mis insecte humain. L'insecte, il a la particularité, moi je me suis posé la question de pourquoi l'insecte privilégiait ici l'UV au détriment de l'infrarouge. Une des réponses, vient de l'information qui tombe du ciel, hein. Donc vous avez ici une photo de la voûte céleste pris avec un filtre polarisant, donc qui va sélectionner l'angle de la vibration électromagnétique de la lumière. Alors le ciel nous apparaît bleu, mais il émet énormément, oui, c'est détectable, hein, donc il émet de l'ultraviolet. Et c'est cet ultraviolet polarisé qui tombe du ciel, hein. C'est une interaction entre la lumière directe du soleil et l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion de Rayleigh. Et c'est pour ça que vous voyez cette espèce de bleu homogène, mais il rayonne du bleu en lumière polarisée et de l'ultraviolet en lumière polarisée. Voilà, en tout et pour tout, il y a environ 7% d'ultraviolet qui tombe au sol directement, et après, une fraction de ces 7% qui est diffusée par la voûte céleste. Donc j'ai mis une petite ici, une illustration, là, je ne sais pas si vous la voyez ou elle est cachée. Faut que je déplace ça pour voir. Voilà. Donc vous avez ici l'observateur avec le soleil ici qui fait un trajet, et la diffusion de relais génère des anneaux concentriques comme cela. Et ce trait noir qu'on voit dans le ciel, qui est ici représenté, eh bien, c'est ce cap optique, cette information optique qui est détectée par la fourmi pour réaliser son trajet quotidien. Et donc, vous voyez ici le trajet de la fourmi qui fait un chemin ici d'environ 600 mètres de mémoire.
Arrivée à cet endroit-là, vous voyez, elle rentre directement au nid et au total, elle peut faire des trajets d'environ 1 km. Et nous, ce que nous avons fait au laboratoire, c'est qu'on a tenté de reproduire ce système de navigation. Pour ce faire, il a fallu refaire 2 instruments de navigation. Un premier instrument qui détecte le cap, qui est le cap céleste, hein, donc c'est ce trait noir qui est détecté mais en ultraviolet, au moyen de 2 petits yeux rotatifs qui font tourner des filtres rotatifs. Il y avait seulement 2 pixels UV, 374 points de mesure, pas de lentille focale. Donc on prenait tout ce qui tombait du ciel avec un cône de 120 degrés par pixel et nous avons atteint une précision de 0,4 degrés. Donc cette précision est compatible avec les contraintes de la robotique de service. Et ces conditions-là étaient, cette précision-là était similaire, même si le niveau il y avait des nuages. Et les ultraviolets sont relativement insensibles à la couverture nuageuse. Et donc, le visible, lui, est détruit par la couverture nuageuse, alors que l'ultraviolet continue de traverser les nuages. Et donc, nous avons réalisé des essais en indice UV au printemps et en hiver. Ça fonctionne très bien. Même sous faible indice UV, on arrive à retrouver ce cap. On a fait ceux du nuage. On n'a pas encore fait brune et brouillard. Hein, excusez-nous parce que la météo marseillaise est relativement clémente. Pas facile. Voilà. Par contre, nous avons aussi fait sous la canopée, c'est-à-dire des feuillages. Donc, quand vous avez un patchwork avec des arbres qui font des feuillages et que vous avez, par exemple, 60% du ciel qui est visible comme ça, ben on arrive quand même à voir ce trait. Et donc, c'est très, très robuste, même si on doit naviguer avec des occlusions qui seraient faites par des immeubles ou faites par des arbres. Voilà. Julien, j'ai une question, mais c'est parce qu'on parle de voûte céleste. Oui. La voûte céleste, elle bouge, c'est-à-dire que ce trait dans le ciel, est-ce qu'il se déplace? Alors, Et la question, c'est comment la à fourmi fait. compense, en fait? Alors tout à fait. Alors d'abord, on montre que les insectes ne dérivent pas dans l'espace. Ils savent exactement. Ils savent exactement. Hein. Je pense qu'ils utilisent une sorte de tableau de correspondance où on sait qu'ils ont des phases d'apprentissage, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle pour la fourmi des learning walk ou alors des learning flight pour les insectes. Donc il y a une espèce un processus de calibration qui s'opère. Et d'un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre, la trajectoire du Soleil n'est pas différente en fait, hein, elle varie très peu. Et au niveau, pour les applications robotiques, nous on pense utiliser ce qu'on appelle la fonction éphéméride du Soleil. Il y a des modèles on sait prédire la trajectoire relative de la Terre par rapport au Soleil et vice-versa à 10 ans en fait avec une très bonne prévision. C'est un phénomène qui est extrêmement répétable au cours de l'année. Donc il suffit de savoir quel jour on est, quelle heure il est, on sait exactement quelle est la trajectoire du Soleil dans le ciel. Voilà, alors bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est de connaître ici la position du Soleil, hein, c'est une première information astrale, hein, comme l'astronavigation, les astres de nuit dans le ciel pour naviguer, ou bien les lampadaires au plafond quand on fait de la navigation d'intérieur. Et puis, vous voyez, il y a toute la voûte céleste ici, là, qui est exploitable, là où nous, finalement, on voit un bleu homogène, les animaux voient de la texture, hein. Ça concerne les insectes, mais ça concerne aussi les poissons, les crabes et certains oiseaux qui utilisent cette information-là pour s'orienter dans l'espace. Et elle est parfaitement, c'est-à-dire ce trait noir est parfaitement orthogonal au Soleil. C'est ce que vous voyez sur la figure sur le côté ici. Alors, je pense que c'est un lever de soleil. Vous voyez que la formation est à 90 degrés. Donc, il y a une redondance visuelle dont l'insecte, par le biais de 2 informations optiques, peut déterminer son cap. Voilà. Et même si vous avez le soleil qui est masqué ou qui est sous l'horizon, eh bien, vous avez quand même une information de cap qui est disponible. Et donc, ça permet à l'insecte de toujours pouvoir trouver un cap. Alors, donc l'année dernière, nous avons publié un travail sur ce robot fourmi hein, qu'on a appelé Handbot, qui fait environ 2,3 kg, qui fait 45 cm de diamètre. Et donc pour le cap, il avait cette petite boussole céleste qui était montée dessus, et dessous, là, ici, qui aura des devants, ça va mesurer le défilement optique du sol, ça permet de mesurer la vitesse de défilement visuel du sol, avec un capteur qui était insensible aux conditions de luminosité. Hein. Il arrivait tout le temps à mesurer cette vitesse de défilement, qu'on appelle capteur MAPIX, qui est lui-même bio-inspiré, qui est le fruit de 35 ans de recherche au laboratoire. Donc c'est un prototype, tous ces capteurs sont des prototypes.
Et donc le robot Handbot naviguait à l'estime, hein, donc il calculait sa distance comme le fait un navigateur. Il a besoin d'avoir un cap et à partir de sa vitesse, en intégrant sa vitesse, eh bien, il retrouve la distance qu'il avait parcourue. On a réussi à faire au petit robot Handbot ici des trajets répétables. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez évoqué précédemment vis-à-vis de Boston Dynamics. Boston Dynamics, ils montrent des jolies vidéos et c'est vrai qu'il y a 15 ans, les roboticiens, ils montraient juste une petite vidéo avec une trajectoire. Mais faire de la science en robotique, il faut que ce soit répétable. Handbot a réalisé plus de 130 trajectoires répétables. Je vous montre juste un résultat, un exemple, hein. Mais en moyenne, il commettait une erreur de 6,7 cm pour un trajet de 15 mètres. Alors certains vont me dire, pourquoi 15 mètres? Parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas non plus des surfaces importantes devant nos laboratoires pour ce petit robot à pattes qui avait à peine 15 minutes d'autonomie. Et la particularité de ce robot, vous voyez, c'est qu'il est fabriqué en plastique avec des servomoteurs du commerce. Et c'est vrai que même si les servomoteurs coûtaient très cher, ils étaient extrêmement fragiles. Et au bout de 10 répétitions de 15 mètres, souvent on avait des servomoteurs qui tombaient en panne parce que les expériences ont été conduites aussi quand il faisait très chaud à l'extérieur. Et c'est vrai que c'était un inconvénient expérimental, tous ces échauffements et cette consommation d'énergie importante. Et donc aujourd'hui, on travaille sur un nouveau robot hexapode au laboratoire pour pouvoir faire ces distances et apporter la preuve de faisabilité que nous pouvons faire des trajets de plus de 100 mètres. Et ces 6,7 cm, hein, c'est vraiment à mettre en parallèle avec les pas élémentaires peuvent faire ce robot. Il faisait des pas de 8,2 cm. Donc on voit qu'on est en deçà. Et on pense que bon, si on avait mis ça sur un robot à roues, on nous aurait dit c'est pas une fourmi. C'est sûr, on aurait eu moins de problèmes, mais ce n'aurait pas été un robot complètement biomimétique. Donc c'est pour ça que on s'est rajouté des inconvénients finalement, mais ce sont aussi les inconvénients de la fourmi, hein. Faut savoir que une fourmi, elle stabilise sa tête quand elle marche, de la même manière que l'être humain, quand il marche, il stabilise sa tête. Et faire ça sur un robot à pattes, c'est plus difficile que de le faire sur un petit robot à roues qui dispose uniquement d'un plan horizontal qui, dans l'altitude, ne varie pas. Voilà. Alors aujourd'hui, donc ça fait 1 an qu'Handbot a été construit. Handbot a été primé par la communauté des systèmes embarqués en France en novembre dernier. Donc j'étais très heureux de recevoir ce prix au ministère de l'économie et des finances. Voilà. Et depuis, Handbot fait l'objet de valorisation à travers une thèse de chiffres PSA. Le but, c'est d'essayer d'ajouter cette modalité sensorielle au véhicule. Alors nous, on fait de l'exploration, donc on veut savoir si l'information est disponible en environnement urbain avec PSA. Donc c'est une thèse qui a bientôt démarré depuis 1 an. Et je travaille également avec la SAT Sud-Est qui accélère nos transferts technologiques. Donc on est en relation avec des entreprises, notamment pour la livraison d'un dernier kilomètre, pour mettre des capteurs à bas coût, hein, parce que travailler dans l'ultraviolet, c'est pas quelque chose de naturel pour la robotique, hein, vraiment. La détection UV de l'environnement, c'est quelque chose qui est marginalisé. Alors si on fait UV plus polarisé, on est encore plus dans quelque chose de non conventionnel, hein. Et voilà, parce qu'au départ, les capteurs UV, ils sont faits pour mesurer des index UV pour que l'homme sache s'il faut qu'il mette de la crème solaire, ou alors ils sont mis dans des applications industrielles qui impliquent des rayonnements UV, mais nullement pour faire de la navigation. Voilà. Donc je pense que je peux vous rendre la parole si vous avez des questions. Ah, merci Julien. Je trouve ça impressionnant quand même parce qu'on a commencé la conversation avec de la robotique classique, on va dire, avec les radars, les lidars, etc. Puis après on s'est dit pourquoi ils font ça, et donc à prendre le GPS, etc. Et puis on rappelle que le GPS ne marche pas en indoor, que même en outdoor il n'est pas super précis. Et puis après toutes ces dépendances par rapport à des fonctions distantes, on va dire, que ce soit les satellites, soit autre chose, et ben c'est assez limite comme tu me l'as dit. Comme tu l'as dit, c'est pas résilient. Si on perturbe le système GPS, si on perturbe la radio, si on perturbe pas mal de choses, du coup l'entité autonome n'est plus autonome. Et là on voit même Gilles qui nous dit moi mes robots ils regardent le plafond.
Il utilise la lumière. Ah bah oui, bah, il fallait y penser, en fin de compte. Et par biométisme, on se rend compte que la fourmi fait pareil, mais elle, son plafond, il est encore plus génial parce que c'est carrément le ciel complet. Et ça marche également de nuit, hein, parce que quand le soleil est derrière, il tape sur la lune, etc. Il y a toujours un petit peu de lumière quand même dans le. Et la sensibilité est bien plus élevée sur la fourmi. Donc si tu arrives à avoir un capteur qui se rapproche de ce que fait la fourmi, bah, tu peux faire ça, même dans ce que nous on considère comme étant le noir complet de la nuit. En fin de compte, il fait pas nuit, il fait pas noir complet la C'est nuit. ça, Il y a oui, quand il même un fait tout pas petit peu nuit. de lumière. Non, Voilà. je suis Ça complètement fonctionne. d'accord avec toi, Christophe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, le biomimétisme, c'est comprendre les animaux, les étudier dans leur niche écologique et essayer de comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont les informations perceptives qu'ils utilisent. Donc, par exemple, le requin exploite très peu sa vision, hein, il utilise le sens électrique. Voilà des exemples. Les chauves-souris, ben, on s'est rendu compte qu'ils utilisaient les ultrasons et c'est difficile de copier le système émissif et de réception des chauves-souris pour arriver au même niveau de performance. Et pareillement, les insectes, il y a des insectes qui sont navigateurs de nuit, des nocturnes, hein. Il existe une abeille Mélopona au Panama qui fait son travail de nuit. Il existe des fourmis qui travaillent de nuit, il existe des papillons qui volent de nuit. Et de la même manière, vous avez des prédateurs, on pense aux chouettes, aux hiboux qui, qui, qui chassent de nuit. Et donc, ils ont cette capacité à percevoir des niveaux de luminosité qui sont extrêmement faibles. Donc moi, l'être humain, pour résumer, c'est un lux, 100 000 lux, hein, c'est ça les unités à peu près. Un lux, c'est le clair de lune. Et voilà, à 0,1 lux, on voit plus rien, c'est le chat. Et donc, comme le dit Christophe, on ne voit plus la nuit, mais il y a de l'information de nuit. D'où vient cette information? Elle vient de la Lune. Et ce que j'ai fait, j'ai essayé de retrouver dans les archives de la science le rayonnement lunaire. Et effectivement, le rayonnement lunaire est extrêmement proche du rayonnement solaire. C'est juste qu'il est 500 000 fois plus atténué. Mais en l'atténuant 500 000 fois, pour les insectes, ça fonctionne toujours, mais pour l'être humain, ça ne fonctionne plus. Donc on pourrait faire de la navigation sur le patron de polarisation de la Lune, mais pour y arriver, et c'est aussi ce à quoi je travaille actuellement à suite à ce travail reconnu sur le plan international, aussi bien vis-à-vis des scientifiques que des industriels du secteur de la robotique, eh bien, c'est travailler avec des gens experts en microélectronique, parce que la puce que vous voyez, Mapix, qui est ici, c'était le fruit d'une collaboration avec eh bien, des microélectroniciens. Et si on veut réaliser des puces comme cela intégrées qui détecteraient les ultraviolets de jour comme de nuit, eh bien, ça nécessite une recherche partenariale. Et ensuite, faire des prototypes, c'est quelque chose d'extrêmement onéreux. Donc, moi, je travaille dans ce sens. Voilà, j'ai des très bons échos, hein, et notamment la SAT Sud-Est m'aide aussi, parce que bon, quand on commence à travailler avec des industriels, il faut signer des accords de confidentialité. Et eh bien, on voit que pour le véhicule autonome avec PSA, on voit que pour la livraison dernier kilomètre, comme l'a évoqué Omron et les concurrents de chez Omron, eh bien, il y a vraiment un intérêt, surtout à l'extérieur, hein. Voilà. Après, il a évoqué est-ce que ça pourrait marcher à l'intérieur? Il y a des gens qui me disent est-ce que ça pourrait marcher à l'intérieur? Moi, je pense que oui, puisqu'il suffit de mettre des émetteurs de lumière polarisée, et les écrans de vos ordinateurs sont les premiers émetteurs de lumière polarisée dans le visible. Donc on pourrait imaginer mettre des astres mimant le soleil dans les entrepôts, dans les pièces, et de générer cette amer visuelle en lumière polarisée, et également en indoor, pour faire que le robot puisse naviguer, en plus de toutes ces solutions qui ont été évoquées. Donc voilà, véritablement, hein, voilà, on parle beaucoup de biomimétisme en France. Je vois beaucoup de sociétés qui s'expriment sur ce sujet. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de greenwashing derrière, hein. Alors qu'en fait, là, moi, c'est du concret, quoi. C'est-à-dire, je conduis vraiment des expériences sur les abeilles, personnellement, sur le terrain. Je travaille avec des entomologistes, en particulier de Toulouse, qui travaillent sur la fourmi, qui sont de très très haut niveau scientifique. Donc vraiment, on est vraiment au contact des animaux, on se rend compte de leur efficacité, de leur force. Et moi, c'est cette force que j'ai envie de donner aujourd'hui à l'industrie française.
Voilà. Après, ça pourrait nous amener aussi sur d'autres chantiers qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui, hein, le transhumanisme, etc. On pourrait se dire, on pourrait étendre nos capteurs à nous. C'est-à-dire que nous, comme on a des capteurs optiques, visuels qui sont pas très bons de nuit, pourquoi on ne le remplacerait pas par un capteur artificiel qui a une bonne sensibilité nocturne et dans ce cas-là, après un réapprentissage de notre réseau neurométique, donc avoir ces capacités étendues qui se rapprochent de celles de la fourmi, hein, et voilà. Mais là, on ne va pas ouvrir le débat. Ce serait pareil pour l'auditif. On peut aussi étendre nos capacités et pas être entre 20 Hz et 16 kHz, par exemple. On va être beaucoup plus loin, moduler autre chose que les ondes naturelles, passer en 4G, 5G natif. Donc voilà. Mais ça, c'est un autre débat qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui. Il y a peut-être un marché pour les lunettes connectées. Une chose que j'aimerais souligner et qui a un intérêt aussi pour les industriels, c'est la notion de vitesse de traitement. Si on prend un homme, par exemple, entre l'oreille interne et la vision nécessite beaucoup plus d'informations au niveau du cerveau et de traitement. Et parfois, par rapport à des choix et des rapidités de choix, on est obligé d'être soit au niveau du réflexe spinal, soit de la pensée cérébrale. Donc, parfois, les capteurs ont des temps de traitement qui sont différents et on doit jongler avec ces temps de traitement pour être réactif. Je parle du véhicule autonome ou d'autres applications. On sera amené à faire des arbitrages entre l'information donnée par le capteur et son temps de calcul et son impact sur ma trajectoire. Donc, ce capteur que tu présentes là, Julien, a aussi un intérêt, c'est de dire, à des moments, ce sera peut-être le capteur le plus intéressant à traiter en temps de calcul, parce qu'on n'a pas vraiment besoin ou on n'a pas le temps d'utiliser les autres. Et les industriels sont obligés de faire des arbitrages entre ces différents capteurs pour assurer une trajectoire. Et il y a donc un intérêt à avoir différents types de capteurs, avec différentes façons, différents modes de détection, mais ils vont aussi amener, il faut avoir ça à l'esprit, différents temps de traitement et de calcul. Et ça, Ouais, c'est effectivement l'agilité, la rapidité, hein, c'est déterminant pour la robotique. Donc là, pour bien se rendre compte, donc vous voyez, il y avait 2 pixels sur la boussole céleste ici, il y en avait 12 sur celui du bas. Donc nous, voilà, dans le mode de construction des prototypes tels que vous voyez ici, on a une approche parcimonieuse, donc à 14 pixels. Donc autant vous dire qu'en termes de ressources calculatoires et de traitement, on est sur des choses qui sont insignifiantes en fait pour un robot tel que Gilles les construit dans sa société, hein. C'est une chose que je voulais souligner, pour prendre un exemple grossier pour que tout le monde comprenne. Quand on met la main sur une plaque chaude, on n'attend pas l'information de l'œil qui dit tiens, j'ai la main qui est rouge et qui brûle, on levait la main. On a une information qui est immédiate, qui est spinale et qui parfois ne remonte pas totalement au cerveau. Avant qu'elle soit au cerveau, on a déjà le réflexe de enlever la main. Eh ben, c'est la même chose dans les machines. On a besoin parfois de capteurs très simples et un temps de réaction rapide. Une bonne illustration d'un intérêt du edge. Tout ce qui est edge, en fin de compte, la latence est importante. Latency, donc c'est un des drivers du edge. Et j'allais rebondir sur la même chose. Le capteur léger est importante. Ouais. Léger en temps de processus. De bout en bout, aller-retour. J'ai une question. Il y a une question dans le chat, mais avant, j'ai une question pour Julien, parce que la question qui est dans le chat est plus pour Gilles, je pense. Est-ce qu'on peut faire l'analogie entre un sextant qui utilise la lumière visible et qui a servi pendant très longtemps à l'humanité à naviguer et à se géolocaliser au milieu des mers et ton travail avec le handbot et ce que vous faites dans le domaine de l'ultraviolet, parce que c'est un petit peu un sextant, mais qui utilise une lumière qu'on ne voit pas en fait. Alors tout à fait, le sextant, donc ça utilise la position du soleil pour savoir où on se trouve sur Terre, hein. Donc c'est un peu la même chose là. Alors moi je pourrais évoquer avec vous l'incroyable histoire de la civilisation viking qui a conquis l'Europe entre le 8e, je crois, et le 12e siècle. Et ces Vikings en fait ne disposaient pas de la boussole, hein. Ils sont partis du Danemark et ils sont allés conquérir le Royaume-Uni, la mer Baltique, ils sont descendus jusqu'en Europe en bas, hein, la partie latine de l'Europe. Oui. Et d'après les dernières recherches, ils seraient allés aux États-Unis. Ouais. Oui, jusqu'à Terre-Neuve, hein, ils ont retrouvé voilà, donc c'est les Vikings ce sont les premiers humains qui ont découvert l'Amérique, mais ils n'ont pas eu le temps de faire demi-tour pour nous le dire. Mais voilà, donc ces Vikings, ils utilisaient un matériau ils appelaient ça un cristal qui s'appelait la pierre du soleil. Et c'est un matériau biréfringent qui utilise la lumière polarisée dans le visible. Et comme les Vikings évoluent à des latitudes proches du cercle polaire, eh bien, ils ne voyaient pas le soleil. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser le sextant ou l'ombre portée au sol
par le soleil, parce qu'ils utilisaient un petit bâton en fait sur une surface d'eau pour voir l'angle que fait l'ombre, hein. Ça fait un petit triangle. Donc c'était pas possible pour eux lorsque le soleil était en dessous de l'horizon. Et donc ils ont découvert ce cristal qui avait des propriétés et sensible à la lumière polarisée. Donc ça leur permettait de maintenir un cap en mer, hein, dans ces mers, hein, extrêmement froides et difficiles. Et donc finalement, ce que nous sommes en train de redécouvrir, hein, c'est de redécouvrir cette manière de naviguer. C'est juste que il y a des travaux qui ont été faits dans les années 50 par l'armée américaine parce qu'elle ne disposait pas des outils actuels. Toute cette avionique, ça n'existait pas. Ils le faisaient toujours dans le visible. Alors la particularité, je veux dire, depuis ces premiers travaux, eh bien, c'est que le visible est intéressant, le bleu, hein. Bien entendu, c'est intéressant de détecter son cap solaire dans le bleu, hein. Par contre, lorsque les conditions météorologiques sont dégradées, ce que nous apprend la nature, c'est qu'elle le fait dans les UVA. Voilà. Et ça, le robot Handbot apporte la preuve irréfutable que même par temps couvert, il arrive à retrouver son point de départ. Et les animaux, hein, donc vous les regarderez plus de la même manière suite à ma présentation, ont ces performances extraordinaires parce qu'ils utilisent des informations perceptives qui dépassent notre champ de perception. Et c'est pour ça que ça met un certain temps à arriver. Et il y a énormément d'autres dispositifs de perception. Donc je pense sous l'eau, par exemple, l'application sous-marine, les UV sont disponibles jusqu'à 50 mètres de profondeur, 200 mètres pour le bleu. Et c'est pour ça que les animaux utilisent ça aussi sous l'eau, hein, pour pouvoir naviguer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de réalisation robotique, il y a eu quelques mesures qui ont été faites, mais on voit que là où l'information est disponible, la nature l'utilise et je pense que véritablement, moi, ça fait partie vraiment, c'est mon axe majeur de recherche que d'incarner ça sous toutes ses formes pour répondre aux problèmes des industriels aujourd'hui, quoi. Tu vas nous faire un handbot qui nage. Enfin, ça sera peut-être pas une fourmi. Mais j'ai identifié des gens qui font des robots à Marseille aussi, parce qu'on a la chance quand même d'avoir. Il y a tout un tas d'entreprises. Ouais. Donc pour l'instant, je me concentre sur le terrestre et bon, après j'essaierai aussi dans l'aérien. Pourquoi l'aérien? Parce que dans l'aérien, voilà, il y a beaucoup de besoins au niveau d'inspection d'ouvrages d'art, de construction métallique, de lignes électriques. Et là, par contre, là, tout ce qui utilise les ondes radiométriques, le champ magnétique, tout ça, ça fonctionne pas. Les champs électriques sont trop intenses, alors qu'en fait, l'ultraviolet n'est pas perturbé. Donc, c'est une manière, en fait, aussi de pouvoir stabiliser un drone en vol et de donner un cap à un drone. Voilà le genre d'application, mais voilà, nous, le robot Handbot, ça a été très difficile de trouver voilà, vous voyez, le système visuel, il est quand même assez gros sur le dessus. Il fait 2 kilos. Je vous dis, il a une endurance de 10 fois 15 mètres. Après, il y a peut-être des choses à réparer, hein. Voilà, ça a été construit avec les moyens du bord, hein. Je dirais la pièce la plus chère, ça a été la cellule UV, un capteur UV, un pixel, ça a coûté 75 €, donc c'est hors de prix en fait. Alors qu'une LED ultraviolette, ça coûte pas cher. Le visible, c'est cadeau, hein. Vous pouvez acheter ce que vous voulez dans le visible. Et dans l'ultraviolet, en fait, il y a très très peu de produits disponibles. Et donc, on cherche des solutions, des matériaux, des partenariats pour pouvoir supprimer, voyez, la partie rotative, parce que la partie rotative, les yeux des facettes des insectes ne tournent pas sur eux-mêmes, hein. Et donc notre idée, quoi, c'est vraiment de copier le motif de l'œil composé de l'insecte. La fourmi utilise 1200 pixels UV pour y arriver. Donc moi, je pense qu'avec quelques centaines de pixels UV, on pourrait déjà avoir quelque chose d'extrêmement précis. Merci Julien. Il est 14h45, je suis désolé, mais on est bon, hein, timing. On est bon en timing. Il y avait encore une question de Stéphane Ferré, mais Gilles, je pense que je te la renverrai, qui voulait savoir si on savait évaluer le gain, la consommation énergétique et l'usage des robots par rapport à une usine avec des humains. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des métriques sur est-ce qu'une usine entièrement robotisée dépense moins d'énergie qu'une usine dans laquelle il n'y aurait que des humains? C'est une bonne question.
un peu d'éthique là-dedans. Après. À développer. Donc, je vous propose qu'on réponde à cette question à la fin du replay que vous trouverez sur YouTube. Je verrai avec toi, Gilles. En tout cas, je vous remercie à tous pour avoir partagé avec autant de passion votre quotidien et vos entreprises, entre autres, je pense à Gilles et à Christophe. Merci pour l'invitation tout le monde et pour les questions aussi, parce que on voit que c'est toujours intéressant d'être en mode interactif et de répondre à vos questions. Ça, c'est très bien. Merci à tous. Et je voudrais remercier Mathilde qui est en ligne, mais on ne voit pas l'image, pour avoir trouvé cette opportunité de partager avec toi, Julien, aujourd'hui, ce sujet passionnant, Made in France. Exactement, moi je milite pour le Made in France et c'est pour ça que on est les seuls, je dis bien, il faut comprendre qu'en Europe, alors aujourd'hui le bilan c'est, il y a un laboratoire américain, une start-up aux États-Unis qui travaille sur un produit avec des caméras dans le visible. Il y a, j'ai identifié 9 laboratoires de recherche en Chine, 2 qui conduisent des travaux biomimétiques. Et nous, en Europe, en fait, nous sommes les seuls académiciens. On est la seule équipe de recherche qui cherchons à construire en fait une boussole céleste bio-inspirée. Voilà. Donc ça, pour moi, je suis très heureux de pouvoir rendre à l'Europe, puisque les Vikings maintenant font partie, en grande partie de l'Europe. Vraiment, je suis très content de relocaliser cette invention sur le vieux continent. Merci beaucoup à vous trois. Merci Mathilde pour l'opportunité de discussion aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je voulais juste préciser, parce que c'est important pour moi, que cette semaine, on continue jeudi avec un meet-up avec Jean-Michel Torres de Montpellier qui nous montrera et nous expliquera comment programmer un ordinateur quantique. Donc c'est le 3e épisode de notre série Quantum. Et puis la semaine prochaine, on va parler encore une fois de robots, mais celui-là, il fait 38 mètres de long. Il s'appelle le Mayflower. C'est le premier bateau 100% autonome dans lequel on a injecté de l'intelligence artificielle et entre autres un produit qui est développé en France, en grande partie en France, par les équipes du lab IBM. ODM, qui est un moteur de règles et avec lequel ce bateau va pouvoir se déplacer de l'Angleterre aux USA dans un premier temps pour sa première traversée et puis ensuite servir de plateforme scientifique tout autour de notre belle planète. Voilà. Donc ça sera la semaine prochaine et c'est annoncé sur nos différents meet-ups. Je vous remercie à tous pour votre temps. Merci Julien, Christophe et Gilles. Merci Mathilde. Et je vous dis à très bientôt et le replay sur YouTube, j'espère, avant la semaine prochaine. Merci à tous. Bye bye. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.